Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quand on évoque le fameux chevalier Bayard, il y a une scène évidemment qui a l'air de tout résumer, c'est la dernière, légendaire forcément, parée de noblesse non moins forcément, d'une gloire peut-être un petit peu vaine aussi. Tout ça se passe pendant une des guerres d'Italie de François Ier, on est en 1524, le chevalier a 48 ans à l'époque, c'est déjà un capitaine un peu ridé qu'on a l'habitude de voir infatigable sur sa monture, le regard sombre à l'affût, et le voilà arrêté dans sa course, fauché pendant un combat, une balle d'arquebuse vient de toucher Bayard. La douleur dans son dos est presque insurmontable. Il comprend tout de suite, il sait que c'est fini. Et autour de lui, bien sûr, on se précipite. On voudrait le conduire à l'abri de l'ennemi qui est là, tout proche seulement. Bayard a une autre idée en tête. Il souffre trop. Son agonie doit être celle d'un combattant sans peur et sans reproche, n'est-ce pas? Il faut être fidèle à l'image qu'on a depuis longtemps imposée. Il va demander qu'on l'assoie contre le tronc d'un bel arbre qui est là, tout près, et on l'abandonne. C'est ce qu'il demande. En tout cas, il veut qu'on l'abandonne avec un unique veilleur face à cet horizon qui désormais appartient à ses adversaires. Il aurait dit notamment « Je ne leur ai jamais tourné le dos, je ne veux pas commencer en finissant ». Son entourage peine. Alors, il faut savoir qu'on a tellement prêté de mots à Bayard que je ne peux pas vous affirmer que tous ceux qu'il a prononcés ont été véritablement prononcés, tous ceux qu'on lui prête, en tout cas. Évidemment, autour de lui, on n'accepte pas de le voir se sacrifier ainsi, mais il insiste, Bayard, et donc on finit par lui obéir, et il y a des ennemis qui sont là, qui l'atteignent. On est en train de se rendre compte dans le camp adverse que le célèbre chevalier est à terre, et voilà que le chef ennemi arrive, et il le connaît bien, ce chef ennemi, puisqu'il s'agit du connétable de Bourbon, qui était la première épée de France quelques années plus tôt encore. Le connétable, cet homme, ce prince français qui a trahi François Ier dans des circonstances que j'ai déjà eu l'occasion de vous raconter. Et le connétable de Bourbon, bien sûr, est ému comme tout le monde peut l'être. Il va se montrer respectueux devant ce mourant si courageux et si droit. C'est Marcel Brillon qui raconte la scène, et c'est toujours un bonheur de citer Marcel Brillon. Bourbon attendait un mot, un jugement ou un pardon. Il eût voulu partir absous par cet homme d'honneur, mais Bayard dédaigna de discuter. « Monseigneur, je vous remercie, dit-il. N'ayez pas pitié de moi qui meurs en homme de bien, servant mon roi. Ayez plutôt pitié de vous qui portez les armes contre votre prince, votre patrie et votre foi. » Autant dire que jusqu'à sa dernière sentence, Bayard aura été digne de sa réputation qui était née sous le même soleil d'Italie, mais qui était née 2 décennies plus tôt. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un Bayard moins connu que nous allons maintenant rencontrer. Il est encore tout jeune. On est au tout début du siècle, de ce XVIe siècle. On n'est donc pas sous le règne de François Ier, mais sous celui de son devancier, Louis XII. Et Pierre du Terrail de Bayard, dauphinois bien entendu, n'est encore qu'un officier dans les armées de France. Prometteur, cet officier sans doute. Il est là avec un des contingents qui progressent dans le sud de la péninsule italique. On est en plein dans ces guerres d'Italie qui déjà avaient été commencé sous le souverain précédent, sous Charles VIII. Il s'agit d'aller conquérir au nom du roi de France le royaume de Naples. Le reconquérir, pourrait-on dire. Alors, évidemment, les armées françaises font merveille dans tous ces petits États divisés de l'Italie. Il y a cette Furia Francese redoutable, quasiment insurmontable. Et puis, pour éviter les soucis de rivalité avec l'Espagne, qui elle aussi a de grands appétits en Italie, Louis XII et Ferdinand d'Aragon se sont mis d'accord à l'avance pour littéralement dépecer le royaume napolitain. On se partagera les dépouilles, vous voyez. Bref, avec plus ou moins de discipline, disons-le, mais avec un courage qui force tout, les Français vont s'installer dans certaines régions, les Espagnols vont aller s'installer dans d'autres. On peut imaginer la joie du chevaleresque Bayard de participer à une opération si rondement menée. Il a 25 ans à l'époque. Oui, voilà, mais au fil des mois, les choses se compliquent. Les Français et les Espagnols ne sont pas d'accord sur les différents fiefs qui reviennent aux uns et aux autres. Ça fait s'y attendre, ça va faire éclater des querelles, des accrochages, bientôt des combats et des sièges. Autant dire que ce qui était un partenariat pour dépecer la napolitaine est en train de se muer en guerre, une guerre pure et simple.
Bayard est un acteur très valeureux de cette guerre, évidemment, un petit peu secondaire, évidemment, hein, il est jeune, je vous l'ai dit. À la belle saison 1502, le voilà chargé de garder un bourg accroché à une jolie colline qui s'appelle Minervino. Autant le dire, dans cette partie des Pouilles, l'action s'est ralentie. Bayard rage un peu de laisser son arme dans son fourreau. Alors, entouré d'un petit groupe, le voilà qui va se lancer dans une cavalcade armée dans tout l'arrière-pays. On est donc sur la côte adriatique. Hein. C'est un endroit qui est très disputé entre Français et Espagnols. Et voilà que soudain, on voit les ennemis se profiler. Ils sont là, ils sont prêts. Et Bayard lance sa monture, c'est parti. C'est Jean Jacquard, magnifique historien, qui raconte « On s'affronte au cri de France, France, Espagne, Santiago ». Quelques Espagnols restent sur le terrain, les autres s'enfuient poursuivis par la bande. Bayard en tête qui interpelle les fuyards tel un héros homérique. « Tourne, homme d'armes, grande honte te fera mourir en fuyant ». Piqué au vif, Alonso de Sotomayor, qui est donc un capitaine espagnol, vous l'aurez compris, Alonso de Sotomayor se retourne et les deux hommes vont s'affronter à l'épée. C'est un duel. Les armes, les lames s'entrechoquent. À tout moment, un coup mal paré peut être mortel. Attention, on n'est pas en train de se battre au fleuret, encore moins moucheté. Bayard tient bon, Sotomayor est à la peine. On voit qu'il commence à soupirer lourdement. Il n'arrive pas à suivre et finalement, il va s'incliner. Autrement dit, il est l'otage du chevalier français. Bon, jusque-là, ça pourrait être une anecdote de guerre, comme on raconte parfois des histoires de chasse, vous voyez, quelque chose qui n'a pas de suite. Seulement, vous allez voir que cette capture va avoir des conséquences tout à fait imprévisibles. Vous écoutez Radio Classique. Il faut préciser que Sotomayor, l'homme que Bayard a capturé, n'est pas n'importe qui. Il est apparenté au chef de l'armée espagnole en Italie, qui s'appelle González de Cordoue. Et puis, par lui-même, c'est un combattant remarquable et en plus d'une taille impressionnante. C'est Champier, le chroniqueur Champier, qui dit qu'il est de grande stature, bien fourni de membres. En toute l'armée des Espagnols, n'y avait un plus bel homme, dit-il. Bref, la capture d'un tel géant n'est pas anodine. Sans tarder, Bayard va faire conduire cette belle prise à Minervino. Il ne faut pas imaginer l'Espagnol jeté au fond d'une geôle sinistre, au pain sec et à l'eau, bien entendu. Vous imaginez bien que Sotomayor va bénéficier d'un certain nombre de prérogatives. Il peut vivre à peu près librement. Il est seulement convenu qu'il ne quittera pas Minervino, tant qu'en tout cas, on n'aura pas pour lui réglé une rançon qui a été fixée, bien sûr. Sauf que, bien sûr, un homme comme celui-là a du mal à rester en paix. L'attente lui pèse et à tel point qu'un jour, on se rend compte que Sotomayor, malgré tous les serments qu'il avait bien pu faire, a pris la poudre d'escampette. Consternation, sidération dans la garnison française. Bayard ordonne qu'on traque celui qui était son captif à travers les champs et les vallons. C'est une véritable cavalcade. Et finalement, après pas mal de difficultés, l'Espagnol est repris. Bayard lui fait de vifs reproches, nous dit Jean Jacquard, puisqu'il a manqué à sa foi de gentilhomme. L'autre proteste de ses bonnes intentions. Il voulait simplement aller quérir le montant de sa rançon, dit-il. Mais Bayard ne prend pas ses excuses en paiement et le fait mettre en cellule jusqu'au versement de son rachat. Ah, là, cette fois, c'est fini, le traitement de faveur. On finit quand même par payer la rançon. Sotomayor va pouvoir quitter Minervino. On voit disparaître à l'horizon cette grande silhouette. Bayard se dit que l'affaire est sans doute close, mais en fait pas du tout. Bientôt, Bayard aura la désagréable surprise d'apprendre que Sotomayor est en train de colporter à son sujet des bruits pour le moins douteux. Voici la version de Champier. Il se trouve que, si l'on en croit Champier, l'Espagnol dit à ses proches au sujet de Bayard « Il est chevaleureux, hardi comme un lion, homme allègre de sa personne qui toujours s'exerce aux armes et voudrait ordinairement sauter, courir, jouer ou combattre, et ne peut demeurer en une place. » Mais une chose est que du temps que j'ai été avec lui, ces gens ne m'ont pas traité comme on doit traiter un gentilhomme et homme de maison. Ah, ça c'est une accusation extrêmement grave. N'oubliez pas que
Évidemment, nous sommes au XVIe siècle, évidemment, les mœurs chevaleresques sont plus un souvenir qu'autre chose, mais il reste encore, dans les grandes familles combattantes, un certain code d'honneur, bien entendu, et pour celui qui se prétend un chevalier, être accusé d'avoir manqué à ses devoirs, c'est une très grave accusation, et le chevalier français exige un démenti. Or, l'Espagnol confirme ce qu'il a dit. Oui, on bombe le torse. Bayard ne va pas se laisser impressionner. Pour lui, Sotomayor a faussement et mauvaisement menti par la gorge. Impossible de laisser passer une insulte pareille. Et là, la seule chose possible, la seule issue, c'est un mortel combat, autant dire un duel, ce qu'on appelle à l'époque un duel de réparation ou de justice pour essayer de sauver l'honneur attaqué. La perspective d'une telle confrontation entre deux officiers des armées qui se font face en Italie fait beaucoup de bruit. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? On voit dans cette affaire un symbole de ce qui est en train de se jouer à plus grande échelle. C'est comme si on avait d'un seul coup la confrontation en réduction, si vous voulez. Les curieux, toutefois, vont devoir s'armer de patience. Il va falloir attendre longtemps, des mois, des années, plusieurs saisons s'écoulent, plusieurs tribulations ont lieu avant que ce duel ne se précise. Le déroulement du duel, il a été négocié entre les deux parties. Sotomayor, qui n'est pas rassuré par l'aisance de Bayard à cheval, a demandé que le combat ait lieu sans monture. Pour le lieu, on optera pour un champ clos d'à peu près 60 pas de long sur 60 pas de large, tout près de la côte adriatique. On est à mi-chemin entre une place française et une place espagnole. Quant à la date de l'affrontement, elle a été arrêtée pour le 1er février 1503. Le jour arrive. Malheureusement, Bayard n'est pas au mieux. Il a été touché par une maladie, il a de la fièvre. À l'approche d'un duel à mort, vous avouerez qu'on a connu des dispositions meilleures. Bref, peu importe. Bayard, de toute façon, n'est pas homme à renoncer. Son plus récent biographe, Yves de Chazourne, nous dit « Le chevalier, recouvert de son armure blanche, descend de son coursier et se dirige vers le champ clos délimité par des pierres. Comme son adversaire, il est entouré de nombreux seigneurs, il fait une prière à genoux, puis s'allonge de tout son long et embrasse la terre. Il se relève en faisant le signe de croix. » On entendrait une mouche voler, bien sûr. Les spectateurs sont là, nombreux, très nombreux, qui regardent les deux adversaires dans leurs derniers préparatifs. Bientôt, chacun d'eux est en possession de deux armes, avec une lame longue et une lame courte. C'est ainsi pour ces grands duels d'honneur. Encore quelques instants, et si tout se passe comme prévu, la dette d'honneur va se régler dans le sang. Franck Ferrand sur Radio Classique. La tension est extrême en ce 1er février 1503. Je vous l'ai dit, Bayard relève de maladie, mais il n'est pas pour autant homme à se dédire, et le voilà qui se bat maintenant contre Sotomayor avec ce bruit métallique, brutal, qui résonne au milieu du champ clos, devant ces spectateurs ébahis. Les épées de Bayard et de Sotomayor se rencontrent encore et encore. Les deux hommes ont évidemment leurs témoins avec eux, qui ne les lâchent pas du regard. Pierre-Louis Lancel a préparé cette émission d'aujourd'hui, et lui n'est pas homme à se contenter d'un seul témoin. Il nous parle de la chronique de Jean d'Auton. Voilà ce que dit ce chroniqueur. « À grands estocs se cherchaient partout, et plusieurs fois faillirent l'un l'autre à eux rencontrer au visage, qu'ils avaient tout à nu. L'Espagnol, qui moult puissant et allègre était, toujours avait l'œil au guet pour croire asséner son homme adroit et le vouloir saisir. Mais à tous ses efforts, lui était ses coups par le français rabattu. » Ça me donne des idées, ça. Je me dis que je devrais faire plus souvent des émissions en vieux français. On pourrait faire l'émission complète. Je pense que ça vous amuserait, en tout cas pendant un moment. Bayard se défend en tout cas comme un beau diable, si je puis dire. Il est moins imposant physiquement, et nous l'avons dit, il est en moins grande forme évidemment que Sotomayor, et on commence à douter dans son camp de sa capacité à l'emporter. Seulement voilà que grâce à un beau coup, il touche le cou de son adversaire. Il l'entaille à travers sa protection de mailles. Grande abondance de sang commence à ruisseler par-dessus le harnois, nous dit le fameux Jean d'Auton, là.
Sotomayor ne s'avoue pas vaincu, il entend rendre à Bayard la monnaie de sa pièce, les duellistes se battent de très près, le sol par endroits est maintenant glissant, visqueux de sang, et c'est l'empoignade, on assiste à ce qu'on appelle un roulé-boulé. Vous allez me dire, c'est pas très chevaleresque, c'est peut-être pas très beau à voir ça, mais ça vous donne une idée de la confusion qui règne, et Bayard est toujours concentré dans ce combat incroyablement physique, Si l'on en croit la version de notre chroniqueur, toujours le fameux Jean d'Auton, Bayard saisit bientôt une occasion, d'un geste vif, il parvient à enfoncer le poignard qu'il tient à sénestre main entre l'œil gauche de Sotomayor et le bout de son nez. Le fier Ibert n'a pas vu venir le coup, il n'a pas pu le parer. Et le voilà qui s'écroule à terre sur le dos, et Bayard se maintient maintenant sur lui. Il pense qu'il a été décisif, et à ce moment-là, il se tourne vers les juges pour qu'ils reconnaissent sa victoire sans qu'il soit utile de répandre davantage de sang. Le succès est acquis, n'est-ce pas? Sotomayor n'est plus en vie. Comme l'écrit Jean d'Auton, son âme s'en va à qui elle était. Bayard n'a plus qu'à traîner le cadavre en dehors de la zone de combat, et puis en bon chevalier, il s'agenouille, il baise la terre, il remercie Dieu. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est difficile de vous dire si tous les détails que je viens de rapporter à propos de ce duel sont tout à fait authentiques. On a encore une fois tellement tressé de lauriers à Bayard et tellement écrit sa légende. Il y a pas mal de versions d'ailleurs qui existent avec des variantes assez importantes. Bref, Bayard va sortir de cette confrontation. Bayard va revenir de ce duel avec la stature nouvelle du héros. C'est de ce combat singulier que date véritablement la renommée du chevalier, non seulement dans le camp français, mais aussi chez les Espagnols et les Italiens, nous dit Jean Jacquard. On a peine à croire que cet épisode mineur par rapport aux opérations militaires qui se déroulaient au même moment dans les différentes provinces du royaume ait tant marqué les contemporains. Et pourtant, Bayard n'en est, si on peut dire, qu'à son coup d'essai. Il va très vite confirmer sa réputation, les prouesses vont se succéder dans les mois qui suivent. Est-ce que c'est ce qui compte? On pourrait se dire que non. Les réussites comme celle de Bayard ont souvent l'allure de succès d'estime pour la France, parce que la vérité, c'est que la guerre là-bas, dans le royaume de Naples, ne se passe pas bien du tout. De mois en mois, les troupes de Louis XII enchaînent les opérations désastreuses, à tel point que, à peu près 1 an après le fameux duel entre Bayard et Sotomayor, le royaume de Naples va devoir être abandonné par les Français. Alors aujourd'hui, on a souvent tendance à ne pas s'étendre sur les actes méritants qui, au milieu de ce genre de fiascos généraux, finissent par surnager. Et pourtant, ces exploits-là, ils sont bel et bien, ils font partie de la chronique, ils existent, et dans le contexte difficile où ils ont parfois lieu, ils prennent une valeur supplémentaire. Ils sont aussi, pour ce qui concerne Bayard, nous dit Pierre-Louis Lancel, les témoignages d'une manière de penser et d'agir dont il est, dit-on, l'un des derniers vrais représentants. Ça devrait lui attirer l'admiration de la postérité, mais avant cela, celle de ses pairs. Ainsi, après la défaite du Garigliano qui a signé l'échec de la France dans tout ce sud de l'Italie, mais où le chevalier a encore une fois fait preuve d'un cran invraisemblable, ses compagnons vont lui offrir, c'est Yves de Chazourne qui le relève, ils vont lui offrir, je cite, un bouclier orné de la devise latine « Vires agminis unus habet », ce qui veut dire « il vaut à lui seul toute une armée ». Vous écoutez Radio Classique.